Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Alors ce soir, nous faisons une rencontre croisée autour de deux livres. Le premier s'appelle Objection, scène ordinaire de justice et rencontre de comparution immédiate dans différents tribunaux de grande instance, en l'occurrence Alençon, Lille et Paris. Cet ouvrage est paru aux éditions Amsterdam et l'auteur Marius Loris Rodionov est avec nous ce soir. Bonsoir. Et l'autre ouvrage s'appelle Sur la sellette, paru aux éditions du Bout de la Ville. Donc là, c'est des chroniques de comparution immédiate à Toulouse, en l'occurrence. La rencontre sera modérée par Sébastien. Bonsoir. Bonsoir, Marie Lègle, pardon, co-autrice du bouquin. Cette chronique est la première de notre cycle de rencontres consacré à la justice. Et je tiens à signaler que cette rencontre est filmée et enregistrée par nos partenaires TV Bruit. Vous pourrez retrouver la captation vidéo et sonore sur le site de TV Bruit. On fera circuler le micro à la fin de la rencontre pour les questions. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bon, donc finalement la présentation est déjà faite. Alors moi je suis avocat au barreau de Toulouse. On remarque souvent dans les librairies qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de la prison, de l'enfermement. Beaucoup, et c'est heureux, et de plus en plus autour de la police et des violences policières. Mais plus marginales sont les ouvrages qui vont parler directement de la justice. Alors il y en a, ils sont souvent commis par les professionnels du droit ou alors dans les rayons droit des librairies. Mais l'institution est rarement regardée de manière critique. Et c'est pour ça que c'était intéressant de faire cette rencontre avec ces regards croisés autour d'observations de comparution immédiate. La comparution immédiate en France, c'est en 2021 59 000 audiences. La procédure de comparution immédiate, pour le dire vite, c'est une procédure accélérée d'urgence, de jugement, qui incarcère massivement. C'est 13 prévenus jugés par jour au tribunal de grande instance de Toulouse. La grande majorité d'entre eux dorment le soir même en prison. C'est 2 audiences par jour du lundi au samedi au tribunal judiciaire de Paris avec les mêmes conséquences. Alors forcément une première question, pourquoi ce projet? Pourquoi aller en comparution immédiate? Comment on les observe et comment on en rend compte? Marie? Moi, je suis allée en comparution immédiate pour la première fois de ma vie il y a quelques années avec Jonathan, et ça a été un choc important, je pense, pour n'importe qui y va. D'ailleurs, ce sont des audiences publiques, n'importe qui peut y aller. À Toulouse, c'est 5 jours par semaine. Ça commence tous les jours à 13h45 et ça finit en fin d'après-midi ou en début de soirée. Et je pense que n'importe qui y va voit la violence extrême de l'institution. Bon, moi, par exemple, la première fois que j'y suis allée, j'ai vu 13 prévenus être envoyés au terme d'un procès de 20 minutes en prison pour des séries d'infractions qui m'ont semblé vraiment mineures, des vols de téléphone, des outrages, ce genre de choses. Donc c'est d'une immense violence. Du coup, quelques années plus tard, en fait, on a créé ce blog qui s'appelle lasellette.org où on a décidé d'amasser des chroniques de comparution immédiate pour faire un portrait de cette justice-là. Voilà. Et quelques années plus tard encore, ça a fait ce livre qui est paru aux éditions du Bout de la Ville. Et ben, ça marche. Ah oui, là ça marche, c'est bon, ouais, merci. Donc tu disais oui, par rapport d'où ça vient, etc. Alors moi j'ai rencontré les comparutions immédiates dans le cadre des mouvements sociaux, en allant soutenir des copains et des copines qui étaient au tribunal. Donc ça remonte à il y a déjà très longtemps, enfin assez longtemps.
Et, donc j'ai eu la découverte en tant que j'étais dans le public. Et effectivement, quand on va dans une comparution immédiate, tu l'as bien dit, hein, c'est des procédures très accélérées, très violentes, etc. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que finalement, les militants, les militantes qui étaient jugés lors des mouvements sociaux étaient l'infime part des gens qui étaient jugés par la comparution immédiate, et qu'en fait, il y avait l'océan des condamnés étaient, pour le dire vite, on en reparlera sûrement et on précisera les termes, mais les pauvres qui sont attrapés par l'institution, enfin, par la police, et ensuite qui tombent dans la roue de la justice et qui finissent souvent en prison. Donc au début, moi, c'était un constat qui était, enfin, j'ai vu ça, j'en ai pris acte, et le projet du livre est venu après parce qu'en fait, bon, par ailleurs, moi je suis historien, donc j'ai travaillé aussi sur la justice militaire en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, etc. Donc c'est des questions qui m'intéressaient, et j'ai été amené à retourner effectivement au tribunal de grande instance. J'habitais en région parisienne à l'époque, et effectivement je me suis dit j'ai commencé à essayer de témoigner du langage de la justice. J'ai essayé de m'intéresser au langage de l'institution et de la justice, mais je ne savais pas exactement comment faire, parce qu'effectivement c'est un espace très contraint. Et il faut savoir qu'une salle tribunal, pour ceux et celles qui y sont allés, on ne peut pas enregistrer, on ne peut pas filmer. Donc en fait tout se passe à la main avec un crayon, et donc du coup comment, à partir de ces notes, retranscrire. Et donc ça, c'est évidemment, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a fait on a le même travail, ça n'a pas la même forme. Comment effectivement retranscrire ce langage de la justice. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et donc c'est par la mise en série finalement, et par l'enquête pas ethnographique, parce que c'est pas des sciences sociales non plus, et par une forme qui se rapproche de la poésie, on en parlera après, que j'ai approché un peu que j'ai commencé à travailler, que j'ai travaillé là-dessus, quoi. Le livre est né. Bon, peut-être on va en parler après. Voilà. Mais peut-être on peut donner un premier aperçu finalement de la manière que vous avez eu l'un et l'autre de rendre compte de ces audiences. Je propose peut-être Marie en premier de lire un compte-rendu, et Marius dans la foulée. Moi, je vais vous en lire un qui est très classique dans ce qui se passe, dans la personne là qui comparait, et dans ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire qu'il est envoyé en prison. Il s'appelle 11 grammes 4. Il s'est passé à Toulouse, dans la chambre des comparutions immédiates, en octobre 2020. Dans le box, le prévenu a l'air terrifié. Adil B est né à Tanger dans les années 1980. Il a vécu longtemps à Barcelone et vient tout juste d'arriver à Toulouse. Il comparait pour avoir vendu 11,4 grammes de résine de cannabis. Les faits ne sont pas contestés. À la sortie d'un lieu de vente bien connu et surveillé par la police, un acheteur a été interpellé. Il a décrit le vendeur aux forces de l'ordre, qui l'ont immédiatement arrêté. Invité par la présidente à demander à Adil s'il a un commentaire à faire sur ce résumé de l'affaire, l'interprète traduit les explications du prévenu en pleurs. Un black m'a remis 2 capsules et m'a dit de les donner à l'acheteur en échange de 20 €. Moi, ça fait 3 jours que je suis à Toulouse, je n'ai pas mangé, je n'ai rien. La présidente s'étonne. Comment se fait-il qu'on le trouve sur un lieu de vente 3 jours après son arrivée ? Sans même laisser le temps à l'interprète de traduire la question, elle ajoute fine mouche. Premier jour, première transaction, on l'attrape, c'est pas de chance. Pendant que la présidente jette un bref coup d'œil à l'enquête sociale rapide, sur laquelle elle fait ce commentaire, il n'y a que très peu de renseignements, le prévenu prend la parole. « S'il vous plaît, aidez-moi, je ne suis jamais allé en prison, je n'ai jamais fait ça. » L'audience suit son cours. Sans parvenir à réveiller la cesseuse qui sommeille à la droite de la présidente, le procureur se lance dans une tirade un peu longue sur le fléau de la drogue. Manière d'annoncer par avance que le jeune homme en pleurs qui a vendu ces quelques grammes n'a aucune indulgence à attendre de sa part. Il explique que le parquet mène une lutte acharnée contre les stupéfiants, en s'attaquant indistinctement à tous ces acteurs, les grands trafiquants comme les petits revendeurs. La réponse pénale se doit d'être ferme. Certes, le prévenu n'a pas de casier, mais ça pourrait s'expliquer par son arrivée récente en France. Il requiert donc 6 mois de prison et le maintien en détention pour plus de sûreté. Pour justifier sa décision, il brosse les méfaits hypothétiques d'Adil B. Monsieur B pourrait sinon sortir et aller ce soir même vendre de la drogue.
Tout à ces spéculations, ils se sont aussi obligés de demander une interdiction du territoire français pendant 3 ans. C'est une peine complémentaire que le parquet n'a pas plaisir à requérir, précise-t-il d'un air navré. Mais il s'agit selon lui d'éviter que le prévenu s'inscrive durablement dans le trafic de stupéfiants sur la région toulousaine. Beaucoup de prudence donc. L'avocat de la défense souligne crûment la minceur du dossier, le peu de choses qu'on sait sur le prévenu et l'insignifiance des quantités. On parle de 11,4 grammes de cannabis. On a trouvé 40 € sur lui. On est sur un dossier qui ne mérite pas des peines aussi lourdes. Un mandat de dépôt pour un primo-délinquant, ça me choque. Il plaide pour une peine d'avertissement, de la prison avec sursis par exemple. Le tribunal ne retient pas cette possibilité et condamne le prévenu à 4 mois ferme, avec maintien en détention, assorti d'une interdiction du territoire et de la confiscation des sommes trouvées sur lui. Toujours en pleurs, Adil B est emmené. Voilà. Alors moi, c'est un peu différent. Vous allez voir. Alors le livre est organisé en journée d'audience. Je précise pas où ont été. En fait, on le voit à la lecture puisque les lieux sont parfois cités, mais j'ai pas précisé dans le livre si c'était le TGI de Lille, d'Alençon ou de Paris. Un livre de Roald Dahl. Mohamed Wafil fouille les poubelles. Parfois, il inspecte des voitures. Mohamed Wafil sort d'un véhicule Kia. Son ami Shadi rentre dans un fourré. C'est lui qui a utilisé le brise-vitre. Dans un grand sac, ils ont tout mis. Un MacBook, un blouson noir, des lunettes Ray-Ban, un manteau HH, un passeport suisse et un porte-clés, une housse de marque Lag et un sac rouge Triathlon Genève, des baskets Nike et une guitare, une housse de marque Lag, un livre de Roald Dahl et des bris de fenêtre. Mohamed Wafil est né à Alep, il ne parle pas français ou peu. Sans enfant, il est en situation irrégulière. Il est venu par la mer à 20 ans. Il loue un appartement à des amis à Roubaix. Il retrouve Shadi Abdelrahman rue de la Loire. C'est le lieu de rendez-vous quand ils vont au marché. Le juge le condamne à 1 an de prison ferme. Le pot de fleurs. Sédou Keita est accusé de recel de plusieurs chéquiers dans la ville de Troyes. Il présente un faux titre de séjour acheté à Paris-Barbès. Sédou Keita paye de nombreux billets avec son faux chéquier, 510 € de trajet d'hiver. Et au magasin Ligne Bleue à Roubaix, il achète 161 € de marchandises avec son faux chéquier. Il est arrêté lors d'une tentative d'achat au magasin de jardinage Leroy Merlin, 120 € de truelles et de pots de fleurs. C'est pour embellir la voirie, demande le juge. Sédou Keita est né à Bangui en 1974. Centrafricain vivant à Lille où il est arrivé en 2002. Commercial en Côte d'Ivoire, il s'est reconverti dans la cuisine et le bâtiment en France. Il doit faire vivre une famille de 2 enfants. Sa mère est souffrante en Afrique. Épileptique, il n'aime pas la drogue. Déjà condamné pour recel de chèques, contrefaçon et usage de faux administratifs, récidive de recel de vol et escroquerie et conduite sans permis, le juge le condamne à 6 mois de prison. J'en lis encore 2 rapidement. Menace de mort. Raïm Delabar a insulté un agent de sécurité. « Je vais t'égorger, je vais te saigner à mort ». Il a ensuite frappé Sandrine Danet. Après ça, il a exhibé ses parties sexuelles, puis s'est enfui dans le métro de Lille. Raïm Delabar est né en 1985 à Roubaix. Il a été abandonné par ses parents. Placé en foyer, il n'a aucune famille. Il vit désormais dans la rue et n'a pas de ressources. Le juge le condamne à 6 mois de prison. Un braquage pour 100 €. Dans la supérette de Wascal, Robert Bechard entre avec un carabine 22 long rifle. Son visage est masqué avec un sac plastique, tandis qu'Antoine Boussard fait le guet à la porte. Il n'a pas de sac plastique sur la tête. Pascal Bosquier tend un sac noir au braqueur. Lui a un sac plastique sur la tête. Tout se passe sans violence et très vite. La caissière vide la caisse, les clients se cachent au fond du magasin. Personne n'a crié mais ils ont peur. Robert Bechard ouvre le sac et trouve 100 €. Les 3 hommes partagent l'argent dans une rue attenante pour s'acheter de l'héroïne. Le lendemain, en faisant la manche, ils sont arrêtés devant la supérette. Robert Bechard est né en 1971 à Tourcoing. Célibataire et père de 2 enfants, il a déjà été condamné 5 fois pour abus de confiance, vol et recel de vol. Robert Bechard va souvent en long séjour en HP et mélange les cachets et l'alcool. Chaque jour, il consomme 30 grammes de Valium, 10 canettes de bière 8-6 et 3 grammes d'héroïne. Robert Bechard aime aussi le mousseux 2 litres par jour pour se saouler. Payé avec les minima sociaux, il survit comme il peut. Pascal Bossier est né en 1975 à Roubaix. Il vit dans la rue et doit nourrir 3 enfants avec sa pension handicap et le RSA. Il consomme de l'héroïne quotidiennement. Antoine Boussard est né en 87 à Roubaix. Père célibataire de 5 enfants, il est handicapé et sous tutelle. Avec Pascal Bossier et Robert Bechard, ils prennent souvent de l'héroïne. Ils font la manche ensemble devant la supérette régulièrement. Pascal Bossier et Antoine Boussard sont condamnés à 6 mois de prison pour complicité dans l'attaque à main armée. Le juge condamne à 24 mois de prison ferme Robert Bechard. Donc ça se passait
On voit que, autant dans ce que j'ai lu que dans ce que tu as lu, on voit en tout cas que ce sont le même genre de personnes qui passent en comparution immédiate. Comment ça se passe d'arriver en comparution immédiate ? C'est à la fin d'une garde à vue, l'officier de police judiciaire va appeler le parquet, décrire très brièvement l'affaire en quelques minutes, et sur la base de cette rapide description, le parquetier de permanence à ce moment-là va décider de l'envoyer dans telle ou telle procédure. Dans les usages, on envoie en comparution immédiate les gens dont on considère qu'ils n'ont pas de garantie de représentation. Qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de garantie de représentation ? C'est de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir de papier, de ne pas avoir toutes ces choses qui font que le législateur considère qu'il y a un risque que la personne ne se présente pas à son procès. C'est-à-dire que si on lui dit « Ok monsieur, fin de la garde à vue, on vous libère mais vous serez jugé dans un mois ». En attendant, on vous libère mais vous serez jugé dans un mois. Si le parquet considère qu'il y a un risque, quel qu'il soit, que le prévenu ne se présente pas, dans ce cas-là, on va le faire passer en comparution immédiate. Auquel cas, il passera le lendemain ou 48 heures plus tard. Voilà. C'est ce qui explique aussi que en comparution immédiate arrivent essentiellement des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Beaucoup de sans-papiers, beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, voilà. Beaucoup de gens qui vivent dans la rue, beaucoup de gens qui ont des problèmes comme ça très importants. Et ce qui me saute aux yeux là quand je vous lis et quand je vous écoute aussi, c'est finalement le peu de temps laissé à la parole aux prévenus. D'ailleurs, Marius, les citations dans les poèmes sont des citations en général de l'institution des magistrats. Là, on voit bien Marie aussi, que finalement, il a beau dire ce qu'il veut, il n'est pas entendu. Et ce qu'on voit aussi dans les deux lectures que vous venez de faire, c'est qu'il y a de la moquerie. C'est pour embellir la voirie. Premier jour, première transaction, c'est pas de chance. J'en avais relevé beaucoup d'autres. Donc à chaque fois, un commentaire narquois, une mise en doute quasi systématique finalement de la parole du prévenu quand on prend la peine de l'écouter. J'imagine aussi que c'est pour ça que ce prévenu-là, dans ses explications, n'apparaît que très peu dans les poèmes que tu... Oui, enfin, ce que tu dis est juste. C'est vrai que c'est une différence qu'il y a entre les deux livres là-dessus, c'est que vous avez mis les paroles des prévenus. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le mettre. Et même, il y a rarement des citations, il y en a très peu, mais c'est effectivement juste les juges. Et tu l'as bien dit, hein, à mon sens, c'est parce que c'est un endroit où la parole est complètement contrainte. Du coup, moi, ce que je voulais faire, je dis pas que ça allait dans votre livre, hein, mais ça me posait un problème d'éthique de faire parler les prévenus dans un endroit où il n'y a pas de parole possible, où c'est un simulacre de discussion, et la seule parole pour moi, en tout cas celle que j'entendais par-dessus tout, c'était celle de la justice, enfin, celle des juges, du procureur, des 3 juges, etc., qui sont au tribunal. Du coup, c'est vrai que c'est ça que moi j'ai essayé de documenter, et les paroles qui sont dans ce que j'ai réécrit, parce qu'il y a 2 parties, on verra peut-être après, mais c'est effectivement seulement ce que disent les juges, principalement dans l'enquête de personnalité, mais aussi dans le rapport, ensuite dans la question des faits, et puis à la fin la sentence. Et quelques remarques, comme tu dis, et ça vous le montrez bien dans votre livre, puisque c'est quand même un livre qui explique bien moi ce que j'en ai lu là sur la question de la procédure et qui sont les juges, où en fait il y a une différence de classe telle entre des gens qui ont fait 15 ans d'études, l'ENM, enfin l'École nationale de magistrature, et des gens de la rue, que en fait c'est en permanence effectivement un choc extrêmement fort entre des jugements classistes, racistes, etc. et qui se formulent sous la forme effectivement de blagues, de boutades absolument odieuses et insupportables à entendre. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui revient en permanence dans les comparutions médiaques, comme si le jugement suffisait pas, il faut aussi humilier la personne qui est jugée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... évidemment, pour les prévenus, c'est une violence extrême, et même en tant que public, alors qu'on n'est pas jugé, ça renvoie... moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappé, effectivement... qui m'a le plus frappé en comparution immédiate. Je ne sais pas toi ce que tu as à en dire là-dessus. Oui, c'est très frappant et c'est pour ainsi dire systématique. Moi, j'ai un seul contre-exemple, mais qui a fait apparaître d'autant plus violemment le reste. C'est une chronique qu'on a appelée Esprit d'entreprise. C'est quasi une erreur d'aiguillage à ce stade, parce qu'arrive dans le box des prévenus un jeune type absolument blond, absolument blanc, absolument
absolument d'un milieu social différent de tous ceux qui le précédaient, de tous ceux qui l'ont suivi aussi. D'ailleurs, il est passé immédiatement après le compte-rendu immédiatement après le prévenu de 11,4 grammes que je vous ai lu juste avant. Et la manière dont avaient les magistrats de s'adresser à lui était incroyablement différente. Je pense qu'il y a quand même des effets. La proximité sociale plus importante avec ce prévenu-là a fait qu'on lui a parlé correctement, de manière certes un peu paternaliste, mais quasi un peu agréable. C'est-à-dire qu'il a même été, si on l'a appelé esprit d'entreprise, c'est parce qu'il a été félicité pour son audace dans sa communication. Lui, il avait organisé pendant des années un trafic de drogue et il avait mis en place des opérations de promotion, genre 10 grammes offerts pour les 10 premiers clients. Il avait fait des petites publicités et le procureur s'est trouvé à le féliciter comme ça d'avoir si bien fait le travail. Il a dit, mot pour mot, je pense, mis au service d'un projet honnête, ça pourrait donner de bons résultats. Et laissez-moi vous dire qu'il n'avait certainement pas parlé de la même manière au type avant qui avait vendu moins de 20 grammes de drogue. Par ailleurs, sa peine a été aménagée. Alors, c'est peut-être le fait d'un racisme intériorisé, mais c'est aussi parce que la justice est faite de telle manière que, en fait, quand on n'a pas les fameuses garanties de représentation dont je vous parlais avant, on n'a aucune chance de voir sa peine aménagée. Le type avant, il a ni papier, ni travail, ni logement. Ça veut dire qu'il est parti le soir même à Seyss. Le garçon en question, ses parents étaient là, ils étaient dans la salle, ils étaient soutenants, ils ont accepté de le recevoir chez eux avec un bracelet électronique, et c'est pas pour dire que c'est super d'avoir un bracelet électronique. En tout cas, c'est ça qui a fait que la justice a pu aménager sa peine, et ce qui est une possibilité qui n'existe pas pour l'immense majorité des prévenus qui passent en comparution immédiate. Marius, tu l'évoquais tout à l'heure, le dispositif page gauche, page droite, avec sur la page droite finalement un peu une synthèse de l'enquête sociale rapide. Tu peux nous parler de ce découpage que tu as fait dans tes chroniques? Oui, en fait, mon ouvrage, on dirait pas comme ça, mais c'est plutôt un livre de poésie, mais qui s'inspire d'une poésie un peu particulière qui vient qu'on appelle la poésie objectiviste américaine, de Reznikov et des gens qui ont travaillé au XXe siècle aux États-Unis beaucoup sur, notamment Reznikov dans un livre qui s'appelle Testimony, donc témoignage en français, qui est traduit, qui se trouve chez POL, et qui est effectivement un travail énorme Il a travaillé en fait sur des archives des tribunaux américains dans tous les États de la fin du XIXe siècle jusque dans les années 40 ou 50. Et donc en fait c'est une espèce de fresque immense de l'histoire judiciaire des États-Unis, mais il réécrit les procédures en vers. Donc en fait, il a fait un... Et c'est pas du tout esthétisant parce que les objectivistes, justement, ce qui les intéresse, c'est l'objet, c'est pas la question de l'émotion, c'est de décrire les choses comme ils les voient. Donc en fait, ils les décrivent, ils essaient d'en faire il a essayé d'en faire, il y a d'autres, il y a Rakosi, Open, d'autres poètes qui ont travaillé là-dessus, et évidemment, qui étaient des gens qui étaient très liés à la question sociale, voire socialiste, voire anarchiste aussi, mais c'est un travail formel très particulier et qui à mon sens, c'est vraiment important. Et bon, moi, modestement, j'ai pas fait un travail... Déjà, j'ai pas travaillé sur des archives dans ce livre, j'ai travaillé à partir des audiences, mais j'ai essayé de retranscrire les faits, effectivement, en vers, de manière la plus simple possible, pas du tout dans un but esthétique, mais il me semblait que la scansion comme une espèce de prose, c'est pas des vers, c'est de la prose coupée, permettait de revenir... Là, peut-être ça s'est pas trop vu dans la lecture, mais d'essayer de faire entendre le staccato de la justice, une espèce de sentences qui reviennent comme ça, de manière un peu lancinante. Donc la page de gauche, c'est ça, c'est les faits. De l'autre côté, il y a effectivement les enquêtes de personnalité qui sont un moment assez important de la comparution immédiate où on rappelle le parcours des prévenus et donc c'est la deuxième partie de la lecture. Il y a un petit texte qui est écrit complètement en prose pour le coup et qui est l'enquête du ou des prévenus, le parcours, la biographie du ou des prévenus et la condamnation à la fin. Donc effectivement, il y a deux parties dans le livre. Ouais. Et Marie, ce que tu appelles le scatato de la justice, il y a un effet sur les chroniques d'accumulation. C'est-à-dire que tu commentes un petit peu, tu choisis ce que tu retranscris, ce que tu ne retranscris pas. Mais à la lecture du livre, c'est vraiment cet effet d'accumulation qui nous fait voir aussi un petit peu toutes ces violences. Finalement, on parle de quoi? On parle de votre point de vue, l'un qui s'inscrit dans une certaine tradition de la poésie,
Et du coup, je voulais t'interroger sur ce titre, La Sellette, sur ce fantôme aussi. La Sellette, c'est le nom du blog qu'on a créé. C'était le nom d'un petit tabouret qui existait pendant l'Ancien Régime, sur lequel étaient installés les prévenus pendant qu'ils étaient interrogés. C'était un tabouret qui était petit et inconfortable, de manière à mettre volontairement les prévenus dans une situation humiliante face à leur juge. Alors c'était à la fois pour faire écho au fait que les prévenus dans le box en plexiglas sont eux-mêmes aujourd'hui mis dans une situation qui est bien souvent très violente et humiliante, et souvent aussi volontairement, et aussi pour retourner un peu la question, parce que nous, ce qu'on a regardé dans le blog et dans le livre, ça n'est pas les prévenus, c'est la justice, c'est la violence de la justice, c'est la violence de l'institution. Et d'ailleurs, bien souvent, en fait, ce qu'ont fait les prévenus qui passent, l'ont-ils fait, ne l'ont-ils pas fait, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. Sauf dans le cas, mais non, on en parlera peut-être. On va pas forcément en parler maintenant, mais peut-être un peu plus tard, de cas des violences conjugales, où effectivement c'est quelque chose qu'on peut pas regarder tout à fait de la même manière que le reste, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que en fait, la comparution immédiate montre de manière extrêmement nue et crue qu'on n'est pas jugé pour ce qu'on a fait, mais pour ce qu'on est. De manière extrêmement claire. Sociologiquement, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas de... c'est ce que vous avez montré avec le cas esprit d'entreprise par rapport à d'autres, c'est ce qu'on voit effectivement dans plein d'affaires de justice, mais c'est vrai que c'est assez c'est vrai que c'est assez frappant, mais encore une fois après ça pose une autre question. Alors je sais pas si je veux le débat, peut-être on en discutera aussi après avec la salle, mais c'est que effectivement ce fonctionnement est inhérent à la justice, et la question, moi je me suis posé, et que se sont posés aussi des sociologues de l'institution judiciaire et de la police, c'est est-ce que finalement c'est le tribunal qui fait la discrimination, ou est-ce qu'elle vient pas avant déjà? Et ça c'est une question importante, parce que évidemment qui participe à la sanction, je suis pas en train de minorer le rôle de la justice, mais sur ce qu'on appelle la couleur du jugement, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus par un sociologue qui s'appelle Jobard, et du travail quantitatif pour le coup très rigoureux et reconnu par ses pairs, hein, c'est assez solide maintenant, et qui montre qu'en fait c'est pas c'était au tribunal, c'était au TJ je crois de Nanterre ou de Bobigny, en banlieue parisienne, et en fait c'est moins la justice qui vient discriminer, parce qu'effectivement quand on va au tribunal militaire, pardon, tribunal correctionnel, enfin au TGI, on a l'impression de voir principalement des personnes racisées. Alors je dis principalement, et du coup de dire mais en fait c'est vrai, la justice est raciste, elle fait que reproduire, mais en fait ce qui se passe aussi, donc quand on va par exemple à Lille, c'est une autre pauvreté, donc ça change un peu, et ce qu'ont montré ces sociologues, c'est qu'en fait c'est aussi la police qui a fait déjà pour le coup un tri, alors là directement raciste lors des interpellations, etc., qui a déjà amené à la justice un certain nombre de gens et qui vont pas pouvoir s'échapper, parce que la justice est faite comme telle, ce qui est pas... Je suis pas en train de faire du relativisme, hein, mais enfin bon, je sais pas si on en discutera à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, parce que ça m'a rappelé ça. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelque chose qui est très, très frappant en comparution immédiate, c'est à quel point le dossier policier pèse sur les jugements. Et c'est quelque chose qu'on entend, énormément, de manière, il y a au moins une fois par après-midi, si jamais le prévenu se mêle de contester la version policière, d'entendre mais est-ce que vous êtes en train de dire que les policiers mentent ? Et c'est visiblement une question rhétorique, alors même que en théorie, la parole du législateur a dit que la parole policière ne valait pas plus que n'importe quelle autre parole. Évident que c'est pas du tout vrai en comparution immédiate. Enfin, pas du tout vrai dans la justice d'ailleurs, peut-être en général, quoi. Oui. Est-ce que vous croyez que les policiers, ça veut donc dire que les policiers mentent, ou dans un des poèmes de Marius, il est quand même plus facile de croire la police que vous. Enfin, je crois que c'est écrit comme ça. Bon, on est toujours de toute façon sur ce peu de temps qu'on laisse à la parole du prévenu, et sur le peu de poids qu'elle a. Du coup, on a dérivé effectivement sur la police, mais allons-y. C'est aussi, et on aura l'occasion peut-être d'en reparler, très lié à l'histoire de la procédure de comparution immédiate, et à un tournant aussi aux années 2000 avec une politique du chiffre qui amène certains services de police à avoir certains comportements pour remplir certains objectifs, et qui viennent nourrir aussi les chambres de comparution immédiate.
Oui, la procédure de comparution immédiate, elle a été créée au 19e siècle. Elle est restée inchangée jusqu'aux années 80, mais depuis les années 80, elle a été constamment élargie de manière à pouvoir y faire passer de plus en plus d'affaires. D'ailleurs, à sa création et pendant plus d'un siècle, elle s'appelait encore les flagrants délits. Et comme son nom l'indique, on y envoyait les gens qui étaient, en théorie en tout cas, les gens qui étaient pris pour ainsi dire la main dans le sac et ceux dont la culpabilité ne pouvait pas être réellement contestée, du moins encore une fois, selon le législateur. À partir des années 80, on a ouvert son champ d'application progressivement, de manière à pouvoir y faire passer de plus en plus de gens. Déjà, on a renoncé à ce critère du flagrant délit, ce qui a fait que même des affaires anciennes avec un très gros dossier policier pouvaient maintenant être jugées en comparution immédiate, avec les problèmes que ça pose, que l'avocat commis d'office bien souvent découvrait le dossier à peine 3 heures avant de passer avant l'audience, et ce qui pouvait être des dossiers très importants. Mais plus important encore, et toujours un peu technique à expliquer, c'est qu'on a fait disparaître les seuils. Pendant longtemps, on pu passer en comparution immédiate des infractions qui encouraient entre 2 et 5 ans de prison. Ces seuils ayant été supprimés progressivement, à partir de 2002, on pu passer toutes les infractions correctionnelles, c'est-à-dire qu'encouraient jusqu'à 10 ans de prison, voire 20 ans en comparution immédiate. Et ça fait, voire 20 ans en récidive. Et ça a fait exploser très rapidement le nombre de gens qui passaient. Et là, par exemple, le mouvement continue, même s'il a un peu ralenti, mais là, il y a par an 59 000, je crois, personnes qui passent en comparution immédiate, ce qui est considérable quand on sait par ailleurs que 80% de ces gens vont être envoyés le soir même en prison. La comparution immédiate remplit les prisons, c'est aussi évidemment pour cette raison qu'on s'y intéresse. Oui, et d'ailleurs, ce que tu dis, d'un point de vue très, très concret, comment ça se passe une audience, c'est ça, on arrive, donc il y a le tribunal s'installe, il y a, en tout cas à Paris par exemple c'est comme ça, j'imagine que c'est pareil à Toulouse, à Lille c'était aussi comme ça, sauf qu'à Paris je crois au TGI il y a 3 chambres qui fonctionnent en même temps, donc c'est quand même assez massif, ou 4 parfois, et effectivement donc il y a une série en une demi-heure en gros, il y a une personne qui est jugée, ils en jugent 3-4 d'affilée. Ensuite, le tribunal sort, ils délibèrent, ils reviennent, ils donnent le verdict, ils attendent une demi-heure et ça repart. Donc c'est à la chaîne comme ça. Il faut imaginer que vous avez en une demi-heure le sort des prévenus et scellé. Donc c'est vrai, effectivement, c'est une justice d'abattage. Et pour revenir sur ce que tu disais, il y a aussi, à mon avis, un truc, mais je vous en parlais dans le livre aussi, qui est important, c'est que dans les années 80, il y a les grandes révoltes urbaines, il y a les Minguettes, après il y a les années 90. Et en fait, la comparution immédiate, elle est aussi, à mon sens, j'ose le mot de dire, c'est pensé comme quelque chose de contre-insurrectionnel. Ça a été utilisé en 2005, c'est utilisé à chaque fois qu'il y a des révoltes urbaines, etc. Et évidemment, c'est pour cibler la délinquance urbaine qui se développe, etc. Mais aussi, c'est utilisé clairement pour réprimer toutes les tentatives d'insurrection qui ont pu avoir lieu dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Et c'est vrai que ça se voit, d'où ensuite, alors ça c'est une discussion qu'on va à un moment donné on va avoir, c'est la contamination enfin en tout cas pas la contamination, c'est pas le terme, mais l'extension de la comparution immédiate plus vers les mouvements sociaux, voilà. Et ce qui est devenu très 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 flagrant depuis 2016 et puis pendant les Gilets jaunes en gros, où il y avait là pour le coup les comparations immédiates ont été des lieux de... Enfin, ça existait déjà avant, hein. Je veux dire, moi je l'ai vu déjà pendant le CPE en 2006, etc. Mais c'est devenu une réalité plus massive effectivement depuis, je pense, depuis 2016. Tout en restant, de fait, les militants restent quand même les minoritaires, ou les militants ou les activistes, on va dire. Ouais. Mais dès 2005, c'était quand même assez important parce qu'en un peu moins de 3 semaines, il y a environ 650 personnes qui sont passées en comparution immédiate. Donc c'est quand même vraiment considérable. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, la justice a transgressé les usages qu'elle se donne normalement elle-même, parce que les gens qui sont passés en comparution immédiate en 2005 n'étaient pas des gens, pour le coup, qui n'avaient ni travail, ni papier. C'était des gens, ils vivaient, pour les plus jeunes d'entre eux, chez leurs parents, qui travaillaient à l'occasion, qui étaient... contrairement à ce qui a été dit dans la presse à l'époque, qui étaient dans des situations qui avaient une certaine stabilité. Ça n'a pas empêché
qui passent en comparution immédiate et qu'une partie importante d'entre eux soit enfermée. C'est-à-dire que l'outil est devenu si souple que quand il y en a besoin, en fait, on peut tout à fait y envoyer qui on veut, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a un mouvement social, en général, la chancellerie fait passer des consignes aux tribunaux de France en disant attention, il y a un mouvement social qui se prépare. Ça veut dire qu'il va y avoir un afflux en comparution immédiate. Ouvrez si besoin une nouvelle chambre pour gérer l'augmentation du nombre de gens qui vont passer, quoi. Donc ça fait partie des outils classiques de gestion des mouvements sociaux du pouvoir par voie circulaire, quoi. Et il y en a eu Nuit debout, il y en a eu le CPE, il y en a eu évidemment les Gilets jaunes, il y en a très régulièrement. Et c'est d'ailleurs aussi un outil de communication, parce que non seulement c'est un outil de répression, mais le gouvernement tend à s'en vanter. C'est quelque chose... Les parquets on consigne de publiciser ces chiffres-là pour dire attention, regardez, on gère parfaitement bien la situation. Là, il y a 200 personnes qui sont passées, il y en a eu tel nombre qui ont été incarcérés. C'est dire si on a la situation bien en main. C'est un outil de communication classique maintenant. Bon, mais enfin, quand même. On entend souvent la possibilité de refuser la comparution immédiate, ce qui serait un droit qui nous permettrait d'échapper à ce rouleau compresseur. Par ailleurs, il y a un principe en droit qui est celui de la personnalisation de la peine. Et on a fait allusion tout à l'heure aux enquêtes sociales rapides qui ont normalement pour but de donner au juge, au tribunal, des éléments de personnalisation de cette peine. Le prévenu, même quand il parle une langue étrangère, il a le droit d'être assisté à un interprète et puis d'un avocat. Donc finalement, tout ce que vous décrivez, évidemment, mais tout ça est pourtant entouré, et c'est proclamé comme tel, de garanties qui sont destinées à dire, bon, attends, c'est un vrai procès qui se passe là. Oui, mais dans la pratique, on voit que la plupart de ces droits sont peu respectés. Par exemple, pour parler juste du droit à l'interprète, y a pas mal de choses à dire. C'est-à-dire, qui décide en premier lieu qu'il y a un interprète ? C'est l'officier de police judiciaire pendant la garde à vue. Et bien souvent, il va simplement se demander si vraiment il n'y a pas moyen de s'en passer. Et c'est comme ça qu'on voit arriver en comparution immédiate dans le box, mais très régulièrement, des gens dont on voit bien qu'ils parlent à peine français, dont on voit bien qu'ils ont du mal à comprendre les questions et dont le tribunal a du mal à comprendre les réponses aussi. Donc comment est-ce qu'on en arrive là ? Effectivement, l'officier de police judiciaire n'a pas pris la peine d'appeler un interprète. Mais derrière, il y avait pas mal d'étapes en fait. Il a vu des avocats, commis d'office ou pas, qui auraient pu faire la démarche. Le président lui-même, en comparution immédiate, pourrait dire « Non mais quand même, ça va pas, en fait, avoir comprendre, enfin ça paraît de bon sens, comprendre et être compris pendant son propre procès alors qu'on risque des mois et dans certains cas des années de prison, ça semble juste normal. » Donc le président ou la présidente pourrait très bien dire « Ok, ça ne va pas, on arrête tout, je demande un renvoi d'office et la prochaine fois, j'exige qu'il y ait un interprète. » En tout cas, je ne l'ai jamais vu et je pense que c'est fort rare. Et c'est fort rare pour plusieurs raisons. Je pense que dans pas mal de cas, c'est fort rare parce qu'il y a un mépris, un mépris de classe, un racisme intériorisé. Genre, ces gens-là ne valent peut-être pas la peine qu'on se donne ce mal-là. C'est fort rare aussi parce que ça risquerait de faire annuler toute la procédure. Parce que si le président ou la présidente dit « en fait, il faut un interprète », ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas eu avant. Il n'y en a pas eu à la garde à vue, il n'y en a pas eu au déferment, il n'y en a pas eu éventuellement devant le passage du juge des libertés et de la détention. Or ça, c'est une faute procédurale, donc un avocat pourrait faire annuler l'ensemble de la procédure. Donc moi, j'ai vraiment absolument entendu des présidents dire, en fait, il ne parle pas très bien français, et puis autour de lui, l'assesseur dire, oui, voilà, c'est comme ça, on va continuer quand même. Donc bien souvent, les gens n'ont pas d'interprète alors que véritablement, ils devraient en avoir un. Quand il y en a un, ça règle pas tout le problème. Moi, je pense un des chocs importants que j'ai eu en compas, c'est de voir qu'il y avait une très faible partie du procès qui était traduit la plupart du temps. Sont traduits, par exemple, de temps en temps exclusivement l'échange entre le président et la présidente et le prévenu. C'est-à-dire le jeu de questions-réponses. Mais derrière, en fait, il y a quand même les réquisitions, c'est quand même pas rien, c'est
le parquet, le procureur qui demande une peine, qui explique pourquoi il demande cette peine. Il y a aussi les plaidoiries de l'avocat ou de l'avocate. Et ça n'est pas traduit. Et pourquoi ça n'est pas traduit ? Ça n'est pas traduit parce que déjà, ça n'est pas obligatoire. Bon. Mais certains, de temps en temps, l'interprète pourrait décider de prendre sur lui pour le faire. Mais c'est aussi une vraie difficulté technique parce que c'est pas si fréquent, les interprètes qui sont capables de faire de la traduction simultanée en chuchotant. C'est vraiment une chose difficile et tous les interprètes n'ont pas les compétences pour faire ça. Et bien sûr, c'est peu de le dire que ni le parquet, ni l'avocat ou avocate de la défense ne prend le temps de s'arrêter après chaque phrase pour laisser à l'interprète le temps de traduire. Donc on se retrouve souvent avec cette situation que après avoir été interrogé par le président ou la présidente, le prévenu ne comprend pas du tout ce qui se passe jusqu'à ce que tout d'un coup, après la plaidoirie de son avocat ou de son avocate, on lui demande, voilà, le dernier mot est à la défense, avez-vous quelque chose à ajouter ? Bon, c'est vrai que ça paraît... moi, ça m'a paru absolument fou de voir ça au début. Très souvent, ce qui se passe, c'est que le tribunal demande à l'accusé de faire contrition. Alors, on est encore dans un mécanisme de confession type inquisitorale, etc. Pareil. Et l'attitude, ça, je ne sais pas si on en a parlé, mais l'attitude du prévenu est souvent jugée. En tout cas, verbalement, c'est exposé comme ah, vous avez une mauvaise attitude, ça va aller contre vous. C'est-à-dire que la personne, il faut être soumis, il faut dire oui, il faut dire à la fin vous avez raison, etc. Et pour ceux qui peuvent le dire en français. Et ça, effectivement, moi, j'ai trouvé ça vraiment... j'ai trouvé ça assez sidérant. Et la chose à laquelle ça m'a fait le plus penser, cette espèce de demande de condition permanente, c'était, je sais pas, les conseils de discipline à l'école, parce que j'étais prof aussi. Enfin, il y a une véritable continuité, plutôt de l'école vers la justice, malheureusement, souvent vers le tribunal. Mais il y a vraiment un langage ici qui est, j'ose le dire, celui des juges et des professeurs, qui est assez semblable dans, en tout cas, ce qui est le moment souvent du rappel à l'ordre, du conseil de discipline. Et c'est vrai que ces langages du pouvoir-là sont assez... ouais, c'est assez inquiétant. Voilà. C'est assez inquiétant et en même temps, c'est vraiment une espèce de rhétorique je trouve pas trop de mots que contrition, confession, qui est de l'ordre du lexique religieux, quoi. Mais c'est ça un peu que moi j'ai souvent constaté. Enfin bref. Ça me fait penser à cet extrait de la 4e de couve de Sur la sellette. La présidente. Arrêtez de faire ce bruit avec votre bouche. Interloqué, le garçon s'arrête, explique. C'est un tic. Oui, eh bien c'est un tic qu'on ne retrouve pas n'importe où. Tout le monde n'a pas ce genre de tic. Mais la suite de ça, d'ailleurs, c'est que la procureuse le dit tout à fait. Elle dit « Je n'avais pas l'intention de demander de la prison ferme, mais vu votre attitude, je vais le faire. » C'est... Oui, ou par exemple, sur le langage de la rue, on parlait de la licence de classe. Je ne sais pas si je l'avais gardé cette affaire. Enfin, ça, on ne peut pas le savoir parce que vous n'avez pas entendu l'audience, mais une juge dit vous faites quoi de la musique du RAP ? Qui ne connaît pas le rap ? C'est juste le mot rap, quoi. On est à ce niveau-là de... Non, mais c'est des gens... Enfin, je généralise, mais quand même, c'est des gens qui vivent dans un autre monde. Littéralement. Enfin, bon, toi, tu les fréquentes parce que tu es avocat, de l'autre côté. Excuse-moi, je dis pas que non, mais je veux dire, tu les fréquentes dans un sens où genre, tu combats aussi leur jugement. Enfin, t'es avocat. Mais je veux dire, c'est quand même, j'imagine, en plus que c'est pas le même monde que les avocats encore, parce que c'est socialement quand même très milieu haute bourgeoisie, etc. Mais il y a un côté sidérant de voir, de voir vraiment la justice de classe dans le sens de des gens bien nés qui sont quelque part, qui sont arrivés parce qu'ils ont fait des bonnes études quelque part, et qui jugent des gens dont ils ne connaissent rien, même pas la langue, même pas le moindre... Même pas la même matérialité, évidemment. Personne, moi non plus, j'ai pas vécu dans la rue. Enfin, j'ai eu cette chance. Mais par contre, bon, il y a des choses quand même que je connais. Enfin, je sais pas, mais ils ne connaissent rien, quoi. C'est assez sidérant. Et ça pourrait en être un peu drôle si malheureusement la conséquence n'était pas effectivement la peine, l'enfermement, etc. Et le moment de l'audience. Mais il y a plein, c'est truffé. Évidemment, vous avez dû voir la même chose, quoi. C'est truffé d'exemples comme ça, d'incompréhension qui sont liés à une licence de classe énorme. Enfin, bref. En fait, l'enquête sociale rapide serait censée donner des éléments au juge pour personnaliser la peine. Mais on voit bien que l'enquête sociale rapide, pour expliquer un peu comment ça se passe, c'est que pendant que le prévenu est au geôle, il attend de passer au tribunal, à l'audience devant
devant ses juges. Il y a un enquêteur qui arrive et qui, pendant 20 minutes, lui fait passer un questionnaire. Vous habitez où? C'est quoi votre famille? Est-ce que vous consommez de la drogue? Est-ce que vous avez des addictions? Est-ce que vous avez des maladies mentales? Ce questionnaire, il n'est pas unifié sur les territoires. Chaque association qui s'occupe de faire ça fait son propre questionnaire. Cela dit, c'est censé effectivement donner des éléments sur la vie et le genre de personne qu'elle prévenue. Mais en vérité, ça fait plutôt des très vilains portraits robots. Parce que de toute façon, c'est fait à toute vitesse. Est-ce que vous consommez de la drogue? Oui, non. Une ligne, pourquoi? Bon, ça n'a vraiment aucun sens. Derrière, il y a 1 heure qui est consacrée par l'enquêteur à vérifier les informations. Et ça, c'est aussi très significatif de l'absolue absence de confiance dans la parole des prévenus. Et c'est tout à fait sûr que toute chose de l'enquête sociale rapide qui n'aura pas été vérifiée auprès d'un tiers par téléphone, l'enquêteur appelle l'employeur, la famille, la compagne, le curateur éventuellement. Et toute chose qui n'aura pas été confirmée par un tiers sera considérée comme nulle et non avenue. Parce qu'on considérera de toute façon toujours que le prévenu ment. Et voilà, donc ce sont ces maigres renseignements qui sont censés permettre à la justice d'adapter au mieux la peine, sachant de toute façon que ces enquêtes ne font que confirmer les raisons pour lesquelles le prévenu a été envoyé en comparution immédiate en premier lieu, à savoir qu'il n'a pas de logement, pas de travail, pas de papier, et ça ne va faire que confirmer le président et ses assesseurs dans le fait que oui, la seule possibilité de gérer cette situation est d'envoyer la personne en prison. Et qu'en fait, c'est un profil social aussi qu'on juge, et clairement plus un individu dans sa singularité. Mais alors, il va être temps, je pense, on a encore des tas de choses à dire, mais de peut-être essayer d'avoir un échange avec la salle. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous ont des questions, ce qui nous permettra peut-être de revenir sur des points qui n'ont pas été vus. Parce que, en attendant que quelqu'un se manifeste, sur l'exercice de contrition et sur le peu de poids de la parole du prévenu, c'est que, on le voit dans les chroniques, quand bien même le prévenu se livrerait à cet exercice de contrition, en disant c'est moi, c'est vrai, je suis désolé, il aurait cette attitude conforme qu'on attend. Le procureur de la République, de toute façon, comme il trouvera très très grave de vol de téléphone, dira au tribunal mais je n'y crois pas. Il minimise, il fait ça pour vous amadouer, etc. Oui, il y a le petit théâtre entre les juges en plus entre le procureur et les juges. Effectivement, le procureur qui est très sévère, évidemment qui demande d'alourdir la peine, effectivement que c'est pas la première fois qu'on l'a vu, etc. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Oui. Il y a une question? Il faut un micro ou pas? Alors, je sais pas. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et puis pour vos 2 livres, parce que il y a quelque chose qui est remarquable, c'est qu'on parle beaucoup de la violence policière et rarement de la violence judiciaire, parce qu'il faut la qualifier comme ça. Et souvent, voilà, ça, c'est le fait de simplement réussir à faire des chroniques dans des salles, j'imagine, qui doivent être assez vides, puisque c'est un peu le principe de la justice, de le faire assez tranquillement aussi. Ils sont chez eux, il n'y a personne qui vient non plus ni les observer, ni manifester la moindre colère dans les audiences. Voilà, enfin en tout cas, rien que faire ce travail, j'ai l'impression que c'est tellement, c'est déjà quelque chose de politique en fait, de rendre public ce qui se passe dans ces audiences-là, que ça soit d'ailleurs des comparutions immédiates ou des procès d'assises. Quoi qu'il y a plus de monde dans les procès d'assises, je pense quand même. Mais voilà, enfin en tout cas, c'était juste une remarque pour dire, ouais, enfin ça fait vraiment plaisir de voir des bouquins comme ça qui existent aujourd'hui. C'est vraiment nécessaire de... Parce que le problème, c'est que, enfin je finis ma remarque, mais la justice, c'est aussi le nom d'une vertu, donc on s'en mêle les pinceaux entre l'institution et la vertu, et que souvent on a envie de demander justice. Bon, évidemment, c'est pas à l'institution qu'on en appelle à ce moment-là, hein, donc parce que quand on voit vraiment comme ça se passe, et voilà, enfin, c'est tout, c'était une petite remarque. Bonsoir. Non, c'est justement, il y a un mot qu'on entend tout le temps quand
Il y a des commentaires sur les procès qui peuvent être faits à droite à gauche dans les journaux ou à la télévision, parce qu'on a toujours l'impression que les procès durent très longtemps, hein, notamment les procès politiques, et c'est le mot d'instruction. Et moi, c'est un mot que je m'attendais à entendre, et j'entends pas. Il n'y a pas d'instruction dans les comparutions immédiates. De toute façon, alors je pense que Sébastien pourra répondre mieux que ça là-dessus. Je pense que le nombre d'instructions connaît une baisse drastique en France dans la justice depuis des dizaines d'années maintenant, quoi. En fait, ce qu'on appelle par instruction, c'est classiquement une enquête qui est menée par un juge dit juge d'instruction. Mais il faut savoir que précisément la procédure de comparution immédiate, quand elle est inventée au XIXe siècle, c'est pour délester les juges d'instruction de tous leurs dossiers. Notamment parce qu'on se dit, après tout c'est des flagrants délits, puis après tout c'est pour juger des mendiants et des vagabonds. Notre juge d'instruction il est précieux, il n'a pas de temps à perdre avec ça. Et c'est comme ça qu'on crée la procédure de comparution immédiate, justement pour limiter l'intervention du juge d'instruction. Plus de 100 ans plus tard, en matière correctionnelle, je crois que c'est moins de 5% des dossiers qui font l'objet d'une instruction. Alors procéduralement, en comparution immédiate, un magistrat vous dirait, mais on fait une instruction à l'audience. Alors ce qu'on appelle l'instruction à l'audience, c'est bonjour monsieur, vous êtes né le A, vous êtes jugé pour avoir fait ça, une vague lecture du procès verbal policier, une vague synthèse de la garde à vue, et voilà, l'instruction à l'audience est terminée. Juste par rapport à ta remarque, c'est pas tout à fait vrai que c'est vide les salles, en tout cas à Paris, au TGI, il y a du monde. Il y a du monde qui vient, et d'ailleurs, à Lille un peu moins, à Alençon, effectivement, il n'y a personne. Mais parce qu'il y a aussi très peu d'affaires. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il y ait du monde, notamment dans les affaires de militants et militantes, ça aide. Parce qu'effectivement, les juges se sentent un petit peu moins. Et d'ailleurs, le bordel ou le chahut qu'on peut faire à l'occasion, d'ailleurs, on se fait sortir de la salle souvent, et voire parfois plus grave, ça aide aussi à mettre la pression sur les juges. C'est pour ça d'ailleurs souvent que dans les affaires de militants qui sont jugés en comparution immédiate, il y a du monde qui vient et ça marche quand même un peu. Ça marche un peu. Voilà. Bon, c'était juste une incise, mais c'est vrai que, moi à Paris, j'ai pas eu le sentiment que c'était vide, au contraire. Mais à Lille, oui, c'était carrément plus déserté. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai à peu près jamais été dans des salles vides. Parfois même, j'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde. Parce que déjà, il y a les familles des prévenus, même si une partie importante d'entre eux sont seuls à comparaître. Mais il y a aussi souvent des classes, voilà, avec ce que ça peut avoir de temps en temps d'un peu problématique, parce que parfois ils ont été visiblement mal préparés à ce qu'ils s'apprêtaient à voir, donc on peut les entendre de temps en temps rire, se moquer un peu, parce que c'est vrai que quand le prévenu n'a pas compris la question et qu'il répond complètement à côté, ça peut avoir un effet soi-disant comique involontaire, et du coup ça ricane un peu dans les rangs, donc ça c'est aussi très commun. Il y a beaucoup d'étudiants en droit qui viennent aussi, et il y a des gens qui assistent. Moi à Toulouse par exemple, il y a des gens qui sont là plusieurs fois par semaine, que je recroise très souvent, mais qui ne prennent pas de notes. Je pense que c'est un genre de hobby, et ceux-là sont terrifiants, parce que en tout cas quand on entend leurs commentaires des affaires à côté, vraiment eux attendraient plus de prison de temps en temps, quoi. Ouais. Et il y a régulièrement un petit groupe de 3-4 personnes qui sont là presque tous les jours. Et il y a les journalistes aussi. Et puis il y a nous. En fait, il y a quand même du monde, hein. Oui, merci. Vous avez bien décrit le face-à-face entre le ou la prévenue et l'institution, mais on a assez peu parlé, juste évoqué les avocats en fait, et avocates. Du coup, je sais même pas, Marius, si tu as rendu compte de leur parole à EL, ou sinon, en fait, comment vous les considérez, quel est leur rôle particulier dans les comparutions immédiates? Alors, je parle sous ton contrôle, mais non. Non, j'ai pas retranscrit la parole des avocats et des avocates, parce qu'effectivement, ils sont dans une position qui est un peu différente, évidemment, que celle des juges. Et moi, voilà, comme je l'ai dit, c'est ça qui m'intéressait. Ceci dit, c'est une vraie question, et là, il y aurait matière à discussion. C'est
il y a quand même pas mal aussi d'avocats commis d'office qui sont clairement du côté du tribunal, ça on le voit souvent, qui font un boulot affreux. Enfin, je sais que je sais que tu n'es pas corporatiste, mais je veux dire, c'est vrai que parfois ça aurait pu mériter d'être dans les objections, mais c'était, enfin comment dire, ça me semblait, enfin il y a des cas extrêmes, etc. Globalement, après les avocats commis d'office en tout cas qui sont là, ils ont très peu de temps pour préparer le dossier, très peu de temps pour s'exprimer, ça va très vite, etc. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des avocats qui ont vraiment préparé les affaires, ils sont capables de mettre en difficulté les juges et de faire basculer parfois le jugement. Hein. Donc c'était compliqué parce qu'il y a c'est ambivalent. Il y en a, il y a les gentils et les méchants. Quoi. Non, mais en gros, voilà. Moi, j'ai pas renseigné. C'est vrai, je l'ai pas renseigné. Comme j'ai pas non plus parlé des interprètes, etc. Et qui sont là et qui prennent effectivement la parole. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais je l'ai laissé de côté pour cette raison. Mais avocats, il y en a plein qui font juste pas le job. Par exemple, il y a quelque chose qu'on voit très souvent, c'est les avocats qui arrivent à l'audience, ils se présentent au prévenu qui est dans le box. Et ça, bonjour monsieur, bonjour madame. Et ça, on voit tout de suite le problème que ça pose. Ça veut dire qu'ils découvrent leur client à l'instant, il est déjà dans le box devant le tribunal. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas allés le voir pendant qu'il était au geôle avant. Et c'est quand même un problème très important, d'autant plus qu'une affaire normale, ça commence par cette question qui est obligatoire. Voulez-vous être jugé maintenant ou voulez-vous un délai pour préparer votre défense ? Et laissez-moi vous dire que c'est quand même une question qui a des implications très importantes. Parce qu'une fois qu'on aura dit, par exemple, qu'on veut bien un délai pour préparer sa défense, la question qui va immédiatement se poser au tribunal, c'est est-ce que vous allez attendre la date de votre audience dehors, par exemple sous contrôle judiciaire, ou est-ce que vous allez être envoyé en détention provisoire à Seyss pendant 1 mois et demi jusqu'à la date. Moi, en 2 ans d'observation de comparution immédiate, je n'ai jamais vu une seule personne être laissée en liberté après avoir demandé un délai. Et du coup, c'est quand même une question qui mériterait d'être préparée avec un avocat. Or, moi, on voit très souvent des prévenus qui non seulement... Alors voilà, ils découvrent leur avocat, on leur pose cette question... Ils ne s'y attendaient pas, ils ne savent pas quoi répondre. Là, l'avocat se lève, se précipite vers eux, leur chuchote fébrilement quelque chose à l'oreille. En fait, ça devrait quand même pas se passer comme ça. Et on sait aussi qu'ils sont un certain nombre à ne pas aller voir leurs clients au geôle après avoir reçu le délibéré. Or, bien sûr, c'est pas par ailleurs des peines qui sont si simples à comprendre. Être condamné à... 4 mois ferme avec mandat de dépôt, avec 6 mois de sursis probatoire, c'est des choses qui méritent explication, qui méritent discussion. Or, ils sont quand même, je ne sais pas s'ils sont assez nombreux, mais en tout cas c'est tout à fait certain que parfois ils ne vont pas non plus voir leurs clients au geôle après avoir reçu la sentence. Oui, une question de comment ça fonctionne. Parce que, bon, moi, la justice, je ne connais pas. Parler de l'aspect théâtral, la connivence qui pouvait s'installer. Mais alors, ces gens-là qui font les juges, procureurs, ils font leur classe, là, c'est le début de leur carrière. Ils se connaissent ou ils se fréquentent. Ils ont l'habitude de se retrouver dans les mêmes salles, par exemple, ou ça tourne tout le temps, c'est organisé pour que quand même ils ne soient pas. Ou on s'en fiche, je pense que ça, vous répondrez mieux que moi. Moi, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai vu, discuter aussi une fois avec une juge, normalement, quand ils font l'ENM, ils doivent passer un peu à tous les postes. Donc, il y en a qui viennent le faire, les jeunes, ceux qui sont encore en apprentissage d'être juges ou qui viennent de sortir, je ne sais plus comment ça se passe. Ils doivent faire des comparutions immédiates. Moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, c'était les présidents et les présidentes de tribunaux, pendant les périodes où j'y allais, donc c'est-à-dire, je sais pas, 6 mois, quelque chose, c'était un peu toujours les mêmes qu'on voyait. Donc, des gens qui étaient là depuis assez longtemps. Même à Paris, où il y a beaucoup de monde, etc., c'était assez souvent les mêmes personnes. Il y a quand même des choses d'affectation. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Ça, tu vas nous l'expliquer, tu l'expliqueras mieux que moi. Mais c'est vrai aussi que... Pardon, je pense qu'il y a... Enfin, comment dire, ça change rien, effectivement, à l'intérieur du jugement, mais la personnalité du juge ou de la juge peut jouer au moins dans le fait que l'audience peut être plus ou moins pénible. Ça, on le voit très clairement. Et d'ailleurs, ils sont connus, les juges, et on dit « Ah oui, celui-là ou celle-là, c'est l'enfer ». Ça ne changera rien à la fin. Parce que, par exemple, moi, j'ai vu des juges qui sont du syndicat de gauche de la magistrature, être très polis, etc. Et derrière, mais
défonce les gens, mais vraiment de la même façon que celui. Tu vois, c'est là où en fait c'est quand même c'est terrible. Mais bon, voilà. Donc je réponds pas très bien à la question de manière pas très précise. Je pense que vous répondrez mieux que moi. En fait, ça dépend si on parle des présidents de chambre ou présidentes de chambre. Ça, c'est un poste plutôt classe, en fait. Ah oui, c'est ça, il y a 3 juges, je ne sais pas si on l'a précisé. Il y a un président ou une présidente qui est entouré par 2 assesseurs et assesseuses. Et président, en tout cas à Toulouse, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais en tout cas, c'est toutes les semaines le même. Il y a le président du lundi, la présidente du mardi, le président du mercredi, enfin voilà, et c'est toutes les semaines la même chose. Ils peuvent évidemment en changer entre eux. Et ça, c'est des postes prestigieux. En revanche, procureur, procureuse, c'est pas pareil. Ça, c'est des débuts de carrière. C'est des gens en général très jeunes. C'était des débuts de carrière. Par contre, ce qui est en revanche vrai, c'est qu'ils partagent une formation, une école. C'est-à-dire que les procs et les magistrats ont fait l'école de la magistrature, et d'ailleurs ils peuvent passer d'un poste à l'autre au long d'une carrière. C'est-à-dire qu'on peut passer de parquetier à juge et vice versa tout au long d'une carrière. Ils partagent dans un autre genre, ils partagent bien souvent un milieu social. Ils partagent aussi au tribunal de Toulouse un étage. Ce qui veut quand même dire un certain nombre de choses. Ça veut quand même dire boire le café tous les matins ensemble, globalement. Il y a une véritable proximité de ce point de vue-là, quoi. Mais oui, du coup, la question de ce que tu disais sur ce qu'on entend souvent, mais est-ce qu'avec un juge gentil, est-ce que ça serait mieux? Alors c'est toujours mieux quand le juge est gentil, ne serait-ce parce que voilà, c'est un bon parti pris. Mais la véritable question, c'est est-ce que cette procédure de comparution immédiate, elle est réformable? Est-ce qu'elle peut donner quelque chose d'autre que ce qu'elle fait là? C'est une question ouverte, hein, mais... En tout cas, on entend souvent parler des moyens de la justice. La comparution immédiate, c'est pas par manque de moyens qu'elle envoie les gens en prison, c'est qu'elle est configurée de cette manière-là, elle a été créée, développée, élargie pour ça. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y aurait plus de moyens, il y aurait peut-être de meilleurs interprètes, il y aurait peut-être un peu plus de temps, il y aurait peut-être de meilleures enquêtes sociales. Le résultat serait globalement quand même plus ou moins le même. Vraiment, elle est faite pour ça. Elle est faite pour donner une réponse sévère et rapide. Dire manque de moyens ou pas, bon, voilà, elle est faite pour ça. Mais après, ça pose la question de la justice en général. Enfin, est-ce qu'il y a une bonne justice? Bon, là, enfin voilà, c'est des débats qui sont plus politiques même à ce niveau-là. Mais à mon avis, comparution immédiate ou pas, je veux dire, dans une société inégalitaire avec une justice de classe et avec une justice qui est fabriquée comme celle-là, il n'y a pas de bonne justice, c'est pas possible. Surtout que derrière la justice qui est derrière, c'est la prison. Et que la prison est finalement le problème définitif. Enfin, moi, personnellement, je suis contre la prison, du coup, ça donne effectivement à la justice enfermiste, en tout cas telle qu'elle existe, dans une société qui est celle dans laquelle on vit, pour moi, qui est effectivement un non-sens. Mais donc, réforme ou pas, ça, pour moi, ça ne changerait rien. Enfin, je sais qu'on est souvent d'accord. Merci. Vous avez évoqué évidemment le traitement différent entre les personnes racisées, avec les personnes racisées et les personnes de différents milieux pauvres en fait. Moi je me posais une question parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes du coup dans les tribunaux qui passaient, pas beaucoup d'accusés femmes. Et je me demandais si vous aviez remarqué une différence de traitement ou si c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte. En tout cas, je pense que c'est moins pris en compte, par exemple, qu'une question de racisme. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué quand même si elles sont moins présentes? Moi, j'ai pas vu... Alors déjà, j'en ai vu très peu, parce qu'il y en a très peu. J'ai pas vu de différence significative de traitement. En revanche, il faut toujours penser que la différence peut être avant, en amont. Elle peut être déjà, elle peut être au niveau des policiers évidemment, mais elle peut être aussi au niveau de l'orientation du parquet. C'est-à-dire que le parquet, il peut avoir les policiers au téléphone, on dit regardez, c'est une femme, tout ça machin, et le parquet peut décider
peut-être parce que c'est une femme, de ne pas l'orienter sur cette procédure. Donc c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose en comparution immédiate précisément au moment de l'audience qu'il n'y a pas des processus forts de discrimination qui se passent avant. Parce que c'est un tout petit bout de la chaîne aussi, la comparution immédiate. Est-ce que ce serait plutôt une double peine ou ce serait plutôt justement un... Je sais pas comment dire. Une chance, oui. Bah, là, dans le box des prévenus, c'était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il est arrivé aux quelques personnes, aux quelques femmes que j'ai vues, exactement la même chose qu'il arrive aux autres, c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés le soir même en prison pour des peines de prison de plusieurs mois pour des infractions très peu importantes. Voilà, c'est ça qui s'est passé. En revanche, ça me ramène un peu... Pardon, peut-être tu voulais peut-être faire un commentaire là-dessus. Oui, moi j'ai un cas dans mon livre que j'ai retenu, j'ai dû en voir 3, effectivement, et c'est le cas d'une femme qui est condamnée parce qu'elle faisait passer du cannabis à son mari qui était déjà en prison pour soulager la douleur, etc. Enfin bon, une histoire, je ne l'ai pas retrouvée, mais de toute façon, et du coup, effectivement, alors elle avait comparu libre, c'est-à-dire qu'elle est venue à l'audience et elle est repartie, mais elle a eu une peine de sursis. Je crois, mais il faut que je l'ai plus en mémoire, j'ai pas retrouvé là, je cherchais pendant que... 3 mois de sursis. Ouais. Alors lui, par contre, il était déjà en prison, ça s'est rajouté, il a une bonne mémoire. Voilà. Donc voilà, du coup, mais oui, l'action du genre, du jugement, c'est une question, à mon avis, qui renvoie aussi aux conditions, ce que je disais avant, les conditions de l'interpellation par la police. C'est-à-dire que ceux qui font le tri avant la justice, c'est les flics, en fait. Enfin, ils sont là dans la rue et donc ils vont arrêter... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et ça ne veut pas dire que la sévérité... je pense que Marie a bien répondu, mais l'inégalité est due aussi au traitement policier dans les arrestations, etc. Enfin... Par contre, ça me refaisait penser à la question des violences sexistes et sexuelles en comparution immédiate. Il y a beaucoup de violences conjugales qui sont jugées là, et il y a régulièrement des victimes qui viennent témoigner. Et du coup, il y a quelque chose auquel naïvement je ne m'attendais pas au début, c'est que les victimes soient tellement maltraitées par l'institution, les victimes de violences conjugales. Donc c'est vrai que c'est arrivé vraiment plutôt régulièrement. La première affaire de violence conjugale auquel j'ai assisté, c'était celle qu'on a appelée « Mauvaise victime 1 » dans le livre. Et le titre, je pense... le titre parle de lui-même, c'est qu'elle avait le grand tort aux yeux du tribunal d'avoir voulu retirer sa plainte pour des raisons qui lui appartiennent. Elle disait qu'elle estimait que la prison n'était pas une solution, qu'elle voulait effectivement être mise à l'abri, mais pas que son ancien compagnon aille en prison. Elle s'est fait humilier par le tribunal, à la fois par le procureur et par le président, qui se sont permis de lui dire des choses qui sont absolument inacceptables. Je vais vous lire juste ce passage de ce que lui dit le procureur. Le procureur opte pour de la pédagogie musclée. Peu importe aujourd'hui qu'elle veuille retirer sa plainte, une fois les faits dénoncés, elle perd la main sur ses faits. Je ne sais pas ce qu'attend madame de la justice, et cela m'importe peu. Aujourd'hui, elle a eu 10 jours d'ITT. Demain, ce sera plus, et après-demain, elle ne sera pas là pour témoigner. Elle attend quoi ? De faire un orphelin ? Cette attitude ne rend service à personne, ni à elle, ni à son enfant, ni à la société. Et... en plus, quand on pense que potentiellement dans la salle, il y a d'autres victimes qui témoignent après, c'était vraiment d'une immense violence. Et donc il y a ce genre de cas, vraiment, il y a ce genre de cas qui arrive. Il y a un autre type de situation auquel j'ai assisté, c'est-à-dire que, à l'inverse, la présidente, la jeune femme venait témoigner de 2 ans d'une relation humiliante et violente. Et le président se met à l'interroger très brutalement sur les raisons pour lesquelles elle est restée avec son compagnon. Il dit, mais en fait, vous avez une mère, vous avez une famille, vous êtes resté 2 ans avec, mais pourquoi ? Est-ce qu'à un moment, vous ne pouvez pas vous en prendre qu'à vous, quelque part ? Donc, et ça, c'est vrai que ça m'a, moi, donné le sentiment que les victimes de violences conjugales, dans le cadre des comparutions immédiates, étaient finalement prises dans le même mouvement de mépris, de désinvolture et d'humiliation que l'étaient leurs compagnons, leurs ex-compagnons qui étaient dans le box.
Après, on peut pas regarder la manière dont la justice juge juge les violences conjugales juste à travers le prisme des comparutions immédiates. C'est jugé dans d'autres endroits aussi, quoi. Juste un petit commentaire qui est de l'observation. Je ne sais pas si c'est vrai statistiquement, et je connais pas. Je pense que c'est un métier qui est assez féminisé, la justice. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que majoritairement, les juges en comparution immédiate étaient des femmes, mais de manière assez claire. Après, il faut faire attention parce que ça peut être, c'est pas un travail ni rien. Je sais pas ce qu'on peut en dire. Du coup, moi, ça m'a intéressé ce que vous avez dit sur le fait que c'était prestigieux, parce que j'avais plutôt l'impression, mais là encore, c'est un manque de connaissance de ma part, qu'il y avait une sorte de hiérarchie quand même dans le travail judiciaire, où que les hommes allaient beaucoup, proc, c'était plus moitié-moitié, mais vers je sais pas, le criminel, les tribunaux prestigieux, et que dans la division du travail judiciaire, finalement, les femmes étaient plutôt dans les tribunaux. Alors, il y a effectivement, on sait, juges de famille, etc., c'est les JAF, etc., mais qu'il y a aussi, ou comment on appelle ça, les juges d'application des peines, mais qu'il y avait aussi des juges, pas mal de femmes dans ces tribunaux qui étaient vus comme moins prestigieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, mais je ne sais pas si c'est une vérité générale. Voilà. Mais je l'ai souvent constaté. Voilà. Non, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a une féminisation croissante de toute façon de la magistrature depuis 20 ou 30 ans et de toutes les professions du droit, sauf aux postes les plus prestigieux auxquels on accède après 30 ou 40 ans de carrière. Mais président de chambre de comparution immédiate, c'est une histoire de grade. À Toulouse, il faut être vice-président du tribunal, ce qui déjà en soi est quelque chose. On va devoir, je crois, bientôt s'arrêter si on... Vos deux ouvrages, est-ce que vous les avez d'une manière ou d'une autre? Moi, pas du tout. J'avoue que c'était pas mon intention, mais si ça leur tombe sous les mains, tant mieux. Mais à mon avis, je sais pas ce qu'ils en feront. Mais non, moi, j'ai pas du tout de contact avec des juges. Du coup, j'ai pas du tout. Ouais. J'ai pas fait ça. Ceci dit, il me semble que j'avais fait une rencontre à Paris avec Raphaël Kempf, qui est aussi un avocat pénaliste, etc. Et lui, je crois que lui, il avait passé le livre à des... Mais j'ai aucune connaissance de la réception de l'ouvrage. Voilà. Moi non plus. Bon, enfin, vous pouvez le diffuser à qui vous voulez. Hein. Bien, merci à toutes et à tous d'être venus à cette rencontre à la librairie Terra Nova, donc sur la sellette, avec la co-autrice Marie Lègle aux éditions du Bout de la Ville et Objection de Marius Loris Rodionov aux éditions Amsterdam. C'était donc notre première rencontre sur le cycle de la justice. La prochaine, ça sera le 9 décembre, justement avec Raphaël Kempf, autour du bouquin Violence judiciaire. Merci beaucoup, on peut continuer un petit peu de façon plus informelle et merci beaucoup, bonne soirée.